Oui, on va démarrer la table ronde donc, qui concerne l'expérience et la manière dont on a conduit donc, cette expérience de mise en place du 100% bio local et fait maison dans les collèges du département. La table ronde, vous l'avez intitulée de l'élu au cuisinier, notamment. Donc, on va profiter de la présence encore de Germinal Perrault pour faire d'abord parler l'élu. Et moi, la première question que j'avais envie de lui poser, c'est finalement, on l'a bien vu, ce qui fait la différence entre la Dordogne et le reste des territoires, c'est justement l'implication politique, le fait que ça donne l'impulsion, que ça légitime l'action et que ça engage l'ensemble des acteurs à faire. Et finalement, c'est ce qui est compliqué à faire sur les autres territoires. Donc, si tu devais t'adresser à des élus, qu'est-ce que tu leur dirais, en fait? Qu'est-ce qui, à ton avis, les ferait changer d'avis? Quand je parle de ça avec des collègues élus, ils rêvent tous de le faire. Je vous assure. Hein. Il y en a quand même beaucoup qui ont pris conscience que modifier je ne vais pas raconter ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais s'impliquer dans le domaine social, s'impliquer pour soutenir l'agriculture, s'impliquer pour préserver la planète, c'est quand même rentré dans les têtes depuis des années. Donc il y a beaucoup d'élus qui souhaitent. On le voit bien en Dordogne d'ailleurs, hein, parce qu'on a énormément de demandes maintenant et qu'on n'arrive pas à satisfaire, de demandes de collègues dans les mairies, etc. Et puis, on parle du scolaire, mais il y a le marché des EHPAD. Et je dis volontairement le marché, parce que là, il y a un truc sans fin et qui, à mon avis, peut bouleverser à la fois l'économie, nos pratiques et notre vie même. Hein. C'est ce que Serge a écrit. Que vous verrez bientôt. Ce que je leur dirais, c'est d'abord que ça ne se fait pas sans moyens. Nous-mêmes, on n'aurait pas décidé d'embaucher Jean-Marc. On a créé un emploi. Si on n'avait pas décidé d'embaucher Jean-Marc, j'aurais pu raconter ce que je voulais, ça ne marchait pas. Vous l'avez bien compris, ça. Hein, parce que, je disais en aparté tout à l'heure, il y a des difficultés à convaincre les cuisiniers eux-mêmes, hein, et les équipes de cuisine, même dans les villages. Et pourtant, dans les villages, on était habitué à avoir des cantinières qui étaient des cantinières qui faisaient du fait maison et qui faisaient du local. Elles faisaient des millacs au moment des citrouilles. Elles faisaient des choses qu'apportaient les parents d'élèves. Il y a eu tout ça quand même. Mais quand même, quand on arrive dans une équipe de cuisine, il faut savoir qu'il y a une espèce de choc. Il y a d'abord un choc culturel. Jean-Marc, je cite toujours le cuisinier de Montpont, qui te disait c'est pas possible. D'abord, il était contre, il avait dit. Il était contre. Bon. Et après, il disait, en vérité, il était contre parce qu'il avait peur. Il disait c'est pas possible. Et il a fini par cracher le morceau. C'était pas possible pour lui parce qu'il considérait que le bio c'était fait pour les intellos et que c'était pas fait pour lui qui était chasseur. Pas vrai? Si. Et il disait, mais c'est pas pour moi. Je suis contre parce que c'est quelque chose d'inaccessible, parce qu'il y a un clivage culturel. Hein. Faut pas... Bon, il y a ça. Après, il y a la peur d'avoir plus de boulot. Hein. Parce que acheter des frites surgelées, c'est plus... et ouvrir la poche, ça prend moins de temps que d'avoir des vraies pommes de terre, etc., etc. Ce qui, d'ailleurs, nous conduira à faire de la préparation de légumes. C'est un peu le sens de la légumerie que la communauté d'agglo de Bergerac a montée avec l'aide de la région et du département. Mais il y a une histoire culturelle. Donc ça ne peut pas être les élus qui le disent. Les élus, ils doivent donner un signal, ils doivent donner une direction. Mais après, il faut recruter les gens compétents. Et quand je fais la pub de l'association Les Pieds dans le Plat, je le fais vraiment avec plaisir. Pourquoi? Parce que je finis par en connaître pas mal. Et là, on a un outil. On a des gens compétents, mais il faut qu'ils mettent les moyens. Et nous, on a embauché un cuisinier, on l'a embauché comme formateur. Ensuite, on a embauché une nutritionniste, Aurélie Benazé, que vous avez évoquée tout à l'heure, parce qu'elle est malade. Je demandais à Jean-Marc si c'était parce qu'elle mangeait trop de bio et de local. Il me dit que, d'après lui, non, c'est pas ça. Mais elle est malade, sinon elle serait là. Donc, pourquoi? Parce qu'il fallait aussi valider la question de la valeur nutritionnelle de l'alimentation. Il n'y a pas que la valeur gustative, il n'y a pas que tout ce qu'on a raconté avant, il faut aussi rassurer les parents. Donc, si vous voulez, il y a quand même pas mal de barrières à passer. Et ces barrières, ce n'est pas les élus qui peuvent les passer tout seuls.
Donc, il faut qu'ils soient d'accord pour s'engager, et après, il faut qu'ils mettent les moyens. Parce que c'est pas possible dans un petit village. Mais dans les petits villages, moi, il n'y a pas beaucoup de... Moi, j'étais maire à Castelnau. J'ai eu j'ai 31 ans, donc j'ai connu 3 cantinières. La question ne se posait pas il y a 30 ans. On embauchait à la cantine quelqu'un qui savait bien faire à manger. Et en général, c'était quelqu'un du pays, tout simplement, qui faisait la nourriture comme on la faisait à la maison. On faisait le maison, on ne se posait pas la question. Moi, j'ai débuté à Vérines-de-Dôme. Les gens apportaient des pommes de terre, des citrouilles, des œufs. À l'époque, on avait le droit à du lait. C'était pas comme aujourd'hui, etc., etc. Les gens donnaient tout ce qu'ils avaient. On vivait à la campagne et on vivait avec les produits locaux et de saison. Et la cantinière, elle était choisie dans le village parce que c'est quelqu'un qui savait bien faire à manger. Donc, elle faisait bien à manger pour les enfants. Et moi, en tant que maire, en 80, je ne me rappelle plus, il y a 25 ans, quand on a déplacé l'école maternelle, on en a parlé au conseil et on a voulu refaire une maison avec 2 classes. On a dit, on veut une maison. Et dans une maison, il y a des enfants qui vont jouer, il y a des enfants qui vont apprendre, il y aura des gens pour s'occuper d'eux, mais il y aura aussi une cantine avec une cantinière, parce que c'est là qu'on mange. Donc, ça se fait dans la maison. Et puis, il y aura aussi un dortoir, puisque vous savez que les maternelles, on les fait dormir l'après-midi. Donc, ça sera une vraie maison. Bon, et ça, c'est dans tous les petits villages, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, l'élu, tout seul, il est perdu, il n'y arrivera pas. Il faut qu'il choisisse des gens compétents. Et donc, il faut qu'ils mettent des moyens. Alors, quand c'est un village, c'est un peu compliqué, mais il faut qu'il choisisse bien sa cantinière. Et après, quand c'est une collectivité comme un département, on a 2400 employés au département. Quand c'est une grande ville, à Paris, il y a 35 000 employés, je ne me trompe pas. Enfin, c'est phénoménal dans les villes, le nombre d'employés que vous avez. Donc aujourd'hui, il faut que les gens mettent les moyens et qu'ils choisissent les bonnes personnes et les mettre au bon moment. Et après, mais ça, ils en parleront, la difficulté, c'est aussi de coordonner le programme de production. Parce que si on veut du local, il faut qu'il y ait du local. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des agriculteurs qui produisent du local. Et là, c'est tout le génie de Johan et d'eux. Mais lui, il avait commencé comme ça à Marsanais. Un jour, il m'avait dit, tous les ans, il achetait un veau. Parce qu'ils me font acheter des vaches maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais... Il achetait un veau et il se servait. Il avait créé son réseau de producteurs locaux autour. Et quand il y avait trop de tomates au mois d'août, eh bien, on faisait des conserves de tomates qui allaient servir pendant l'hiver, etc., etc. Donc, il y a à monter en amont la question de la production et après, il y a la question de la distribution de cette production. Et en Dordogne, on a eu une première expérience avec la Chambre d'agriculture qui a monté la SIC Mangeons 24, que moi-même j'avais aidé en tant que président de communauté de communes, mais qui, au bout de 2 ans, s'est arrêté parce que le modèle économique de la SIC ne marchait pas. Parce que si vous employez des gens pour distribuer un cajot de salade à Castelnau, 2 douzaines d'œufs à Daglan et 3 kilos de tomates à Sénac, et que quelqu'un se promène avec un véhicule de la société, etc., ça ne marche pas. Donc il a fallu organiser la production, rassembler la production et faire appel à un distributeur professionnel dont c'est le métier pour faire les lots et ensuite distribuer. C'est toute cette ingénierie qu'il y a derrière. Et ça, on le voit pas. Mais c'est, à mon avis, le plus important. Et il faut que tout marche en même temps. Quand vous avez la commune de Tréissac, je me rappelle, il y a 4-5 ans, qui me dit nous, on en veut, combien vous faites de repas? Je ne sais plus combien, c'était à Tréissac, ils en font 600. Mais il y a des villes, une grande ville, on n'a pas les moyens, parce qu'il faut avoir les producteurs, il faut tout retisser, il faut rebâtir une économie comme à zéro. Mais même au Moyen-Âge, il y avait des gens qui produisaient, il y avait des marchés, il y avait des grossistes, il y avait des distributeurs, etc., etc. Mais c'est toute cette chaîne qu'il faut arriver à reconstruire à travers les établissements. Voilà. Merci. Effectivement, peut-être qu'on va du coup rentrer dans le vif de la technique. Et puis, il faut embaucher les bonnes personnes. Cette personne-là, Madame Boudy, qui est la directrice du service de l'éducation. Vous savez qu'est-ce qu'elle faisait avant? Elle était principale de collège.
Donc on l'a piqué à l'État. Je dis ça parce que le sous-préfet est parti. Et voilà. D'un collège 100% bio. Jean-Marc, il faisait la restauration dans un village. On a expliqué au maire qu'il participerait à une œuvre nationale et internationale, comme vous dites maintenant. En vérité, on lui a piqué son cuisinier, il faut dire les choses. Mais c'est ça aussi. C'est partout trouver des compétences et arriver à faire travailler tout un tas de gens ensemble qui d'habitude ne se parlent pas. Donc effectivement, je pense que si... Je vais passer le micro à Johan. Johan Cesc, qui est donc le chef du service de l'agriculture au conseil départemental, puisque vous l'avez compris, ce projet, c'est un projet qui fonctionne de manière intégrée, qui nécessite du coup la mobilisation d'une petite dizaine de services et directions au sein du département, qui n'ont pas effectivement toujours l'habitude de travailler ensemble. Et c'est par cette vision intégrative qu'on arrive, et c'est pas toujours simple, et c'est important aussi qu'on puisse montrer les différents freins qui existent à cette démarche, mais c'est quand même comme ça qu'on arrive, en faisant travailler les gens ensemble. Et bien évidemment, la question de l'amont, la question de l'organisation de la production et de la logistique est fondamentale. Donc Johan, je te laisse la parole. Bon, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, moi, finalement, le président a donné pas mal d'informations sur comment on a cherché à s'organiser. Je voulais revenir sur un point quand même important, c'est que finalement, ce grand projet départemental, c'est un projet qui, bien sûr, est un projet social, on a dit, un projet santé, un projet de nutrition, et c'est aussi un projet agricole. Et quand on parle de projet de territoire, on est sur un département rural. L'agriculture prend une partie prépondérante par rapport à ce territoire-là, et du coup, l'objectif, c'était de pouvoir composer finalement tout avec nos agriculteurs. J'ai presque un peu honte de le dire, parce que je profite d'Arnaud qui est présent, parce que finalement, il n'est pas d'origine périgourdine, et quand il nous a presque volé un peu la phrase dont je vais parler, je me suis dit, ce gars-là, il a pas tous les aspects positifs de ne pas être périgourdin d'origine, mais finalement, il réfléchissait bien. Tu te souviens, Arnaud, quand on s'est rencontrés, quand tu es arrivé, dans les premières choses que tu m'as dit, ça a été c'est quand même fou, je suis là depuis quelque temps et je ne peux plus entendre dire que la Dordogne est une terre de gagne-petit. Et finalement, je me suis dit, voilà, ce gars-là, il a tout compris. C'est un peu ce que nous, on essaie de mettre en place avec la politique départementale déjà depuis des années. Et parfois, on a l'impression d'être un peu les seuls de ses partenaires à accompagner l'agriculture départementale à avoir un peu cette notion-là. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut qu'on se dise les choses. L'agriculture périgourdine, le modèle de ferme périgourdine, il n'est pas voué à nourrir le monde. C'est pas nos petits agriculteurs départementaux qui vont nourrir le reste de la planète. Voilà. Mais quand bien même, avec toute la diversité qu'on a, tous les produits qu'on a, toute la qualité de nos modes de production et de notre histoire, finalement, déjà, si on peut arriver à nourrir notre territoire du mieux possible, c'est déjà super. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi pour ça que finalement, quand Jean-Marc a été recruté en tant qu'animateur formateur pour les cantines scolaires, il est finalement venu chez nous à l'agriculture, le deuxième animateur aussi. Et c'est vrai que du coup, ça emmène effectivement le lien avec désormais la direction de Céline, et ça, c'était vraiment important. Parce que derrière, l'idée, c'est de faire vivre nos agriculteurs, Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, avec une nécessité absolue de ne pas négocier les prix et de faire travailler avec la valorisation intégrale des produits de Dordogne sur notre territoire, et que la rémunération se fasse au juste prix. Voilà. Donc c'était ça qui était important. Et puis j'en profite pour parler aussi d'un autre élément. Jean-Marc a beaucoup insisté sur les semences paysannes, sur les races anciennes, et encore merci à Arnaud pour toute cette dynamique que finalement que grâce à ton exploitation on essaie d'insuffler, sur lesquelles on essaie de se reposer aussi. C'est que finalement, en Dordogne, il y a 23 filières identifiées clairement en agricole. On se veut depuis des années déjà une terre d'accueil grâce à notre modèle de petites exploitations, pour tout un tas de nouvelles productions qu'on ne peut pas appeler encore filières, mais qui va forcément agrandir un peu le nombre de productions disponibles. Et du coup, donc, par rapport à ça, il faut qu'on arrive à se démarquer. Et le contexte des semences paysannes, le contexte des races anciennes, c'est un moment histoire de dire aussi que finalement on a un patrimoine, il ne faut pas qu'on le perde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un modèle laitier avec de la vache Holstein, c'est pas pour nous. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut qu'on arrive à recalibrer, on va dire, notre agriculture là. Et quand on produit des canards,
Je suis désolé de dire ça aux producteurs de canards. Enfin, voilà, il n'y en a pas dans la salle, donc ça va bien. Mais je veux dire, voilà, on est un pays, un département, pardon, mais identitaire en termes de production de canards. Finalement, qu'est-ce qui différencie notre production de canards ici par rapport à celle qui vient de Vendée, des Landes, des Deux-Sèvres ou de Hongrie? Et malheureusement, voilà, ça reste entre nous ici, mais pas grand-chose. Et voilà, l'idée on a tellement de choses à faire avec notre patrimoine que finalement, la mondialisation et l'évolution de l'agriculture d'il y a déjà une quarantaine d'années nous a emmenés sur des mauvais chemins. Au fur et à mesure, grâce à la politique départementale, on essaie de les rééquilibrer et de ramener ça effectivement à quelque chose de ultra patrimonial. Et c'est clairement ça notre leitmotiv. Voilà. Pour le projet, je rentre dans le vif du sujet, mais pour aller assez rapidement. Donc la partie un peu du lié au service, finalement, dans ce projet-là, elle est, au-delà de l'accompagnement des formateurs, elle se dresse en 5 axes. Le premier axe, ça a été déjà de dimensionner les besoins. À un moment, c'est vrai que dans les relations avec nos partenaires agricoles, il a fallu aussi démystifier un peu ce projet-là. Parce que les premiers retours qu'on avait, c'était mais vous n'arriverez jamais à produire suffisamment pour pouvoir nourrir la totalité de la restauration collective. Bon, finalement, à force d'entendre ça, on a quand même essayé de modéliser quelque chose qui, derrière, a suivi à l'élaboration d'un logiciel dont on parlera tout à l'heure, qui appartient au département désormais et qui est plutôt un outil de grande qualité. Mais en tout cas, cette modélisation, elle nous a permis de se rendre compte que, finalement, au moins en fruits et légumes, donc tout ce qui pouvait être le végétal, on était en capacité d'être autonome pleinement, et que du coup, finalement, ça ne représentait que 169 hectares de mise en culture, avec des rendements calés sur de l'agriculture biologique, etc., pour satisfaire la totalité de la restauration collective scolaire, donc depuis effectivement les primaires, les collèges, bien sûr, dont on a la compétence et la gestion, et puis les lycées. Et là, c'est vrai que du coup, quand on a été voir un peu les partenaires en leur disant, écoutez, maintenant, voilà, 170 hectares, on peut les trouver, donc organisons-nous et allons les mettre en production. Et du coup, c'est passé par là. Donc là, aujourd'hui, on est capable de dimensionner les besoins à l'échelle départementale. On a des outils qui nous permettent de caler les besoins à l'échelle la plus locale possible, et ce qui fait que dès qu'on doit intervenir sur un collège, par exemple, ou sur une commune, on est capable d'aller faire le sourcing de la production la plus rapprochée, la plus proche, avec toute la diversité qu'on peut emmener. Et puis, au fur et à mesure, on élargit le cercle en fonction de ça. Donc ça, c'est le premier point, c'était de dimensionner les besoins. Le second point, c'est effectivement donc, la partie nécessaire à l'accompagnement technico-social de l'ensemble de nos agriculteurs. Se rendre compte qu'effectivement, la production, on l'avait. Il faut désormais arriver à la remobiliser. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs n'ont pas spécialement attendu après nous, ont eu plus ou moins des mauvaises expériences. Le président parlait d'une expérience il y a quelques années de plateforme qui n'a finalement pas fonctionné. Et du coup, finalement, la production, il faut arriver à se dire qu'il y a des gens qu'il faut peut-être qui arrêtent d'aller sur des marchés de plein vent 4 jours par semaine ou 5 jours par semaine, parce que pendant ce temps-là, ils ne produisent pas chez eux. Et que derrière, économiquement, c'est absolument pas déconnant de pouvoir mobiliser sa production donc sur de la restauration collective, parce que certes, on va un peu moins cher au kilo, mais par contre, on planifie, on sécurise, on contractualise, et que ramener effectivement au volume de production, ça peut être très intéressant économiquement. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est effectivement l'accompagnement financier. On a historiquement notre première casquette, c'est une casquette de financeur. Donc du coup, on est dans le cadre de l'accompagnement financier des exploitations qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de se structurer pour faire en sorte d'améliorer leurs conditions de travail, leur mécanisation potentiellement, mais leur circuit de production, pour faire en sorte justement de satisfaire nos besoins liés à la restauration collective. Et donc là, on y apporte, dans le cadre de notre politique départementale agricole, des financements. Voilà. Quatrième point, donc, c'est finalement la structuration. Le président a donné effectivement les informations avec des termes qui étaient importants. Joe tout à l'heure parlait de la nécessité des définitions propres des mots, mais là on parle bien de structuration, de massification de production. Et donc du coup on a contribué à la mise en place finalement d'une plateforme qui s'appelle Manger Bio Périgord, qui est partenaire en fait de l'ensemble de la SCIC, du collectif, et puis de notre démarche. Et donc là, l'idée, c'est que grâce à cette plateforme, on soit en capacité de planifier en amont, structurer et massifier la production,
faire en sorte de pouvoir assurer des zones de stockage dans des meilleures conditions possibles pour les légumes et les fruits, donc au moins de Dordogne. Et puis derrière, surtout, le cadre associé avec un spécialiste, un logisticien, un transporteur, voilà, dont c'est le métier, où là, effectivement, on est capable de rationaliser le moindre déplacement pour faire en sorte que la production puisse aller d'un point A à un point B et satisfaire la totalité des communes de Dordogne, et bien sûr en passant par les collèges qui sont voilà, notre cœur de cible pour nous, département. Et le dernier point, c'est derrière le travail nécessaire aussi, au fur et à mesure, on désenclave, j'allais dire, chacun des petits portillons qu'on peut trouver dans notre démarche. C'est effectivement la mise en place, ou en tout cas les investissements, ou l'aide aux investissements, les contributions dans des outils de transformation. Alors tout à l'heure, on parlait de la légumerie portée par la communauté d'agglomération de Bergerac, alors qui est une légumerie certes, mais qui avant tout d'être une légumerie est plutôt un lieu de stockage dans des conditions optimum pour chacun des types de légumes ou chacun des types de fruits, et puis où derrière on sera en capacité de transformer donc les excédents de production par moment, quand la restauration scolaire par exemple est fermée, donc à la période estivale, et puis d'emmener effectivement une diversité aussi de produits pour les cuisiniers au fur et à mesure qu'ils doivent s'engager dans la démarche avec des produits de qualité et surtout des produits locaux. Voilà. Moi, je vais dire un mot, je m'en vais. Très bien. Quand je vous dis qu'il faut les bonnes personnes au bon endroit, moi, je vous dis un dernier mot sur l'agriculture et puis je m'en vais. Penser qu'on maintiendra toute l'agriculture de France avec la restauration collective, ce serait, je crois, une erreur. Parce qu'on est un très grand pays producteur. Très, très grand pays producteur. Et la Dordogne, c'est aussi une région de production. S'il fallait qu'on boive tout le vin de Bergerac, et on s'y emploie, même avec le vin de Dôme. On s'y emploie, ça serait très difficile. S'il fallait qu'on mange toute la viande des 2000 ou des 3000 producteurs de viande en Dordogne, je vous assure, on ne pourrait pas. On ne peut pas consommer toutes nos céréales, etc. etc. Et c'est pareil à l'échelle de notre pays. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a une agriculture industrielle et industrialisée qui s'est développée au cours des dernières décennies, qui, elle, peut aller sur les marchés nationaux et sur des marchés mondiaux, parce qu'on ne produit pas du blé partout, hein. On s'en rend compte en ce moment. Mais il y a la possibilité d'avoir une agriculture plus paysanne, plus ancrée sur leur territoire, et qui, elle, est attachée au territoire, à la condition qu'elle puisse valoriser, qu'elle tire une plus-value du territoire. Et la gastronomie de la Dordogne, qui est basée sur des produits locaux, nous montre un peu la voie. Puisqu'on est la terre du foie gras, on est la terre de l'oie, du canard, etc. Et puis on pense à toutes les productions locales, que ce soit des fraises, des volailles, etc., etc. Et je crois que la difficulté, c'est d'arriver, quand on est petit, à valoriser sa production et à la vendre plus cher. Alors, soit on peut rester seul, et beaucoup ont fait ce choix en Dordogne de la valoriser tout seul, de rentrer dans des circuits courts, y compris de transformation. Il y a des gens qui n'ont pas été atteints par le virus de la grippe aviaire au cours des dernières semaines en Dordogne. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où ils ont un canard ou un oison, eh bien, ils le gardent jusqu'à la boîte de conserve. Il n'y a pas d'autre déplacement. Il n'y a personne qui vienne à la ferme leur porter des prêts à gaver. Il n'y a pas de mouvement vers l'abattoir, etc., etc. Et comme par hasard, on a sauvé pas mal d'ateliers qui sont quasiment en autarcie. Et le département va aider à ce qu'on soit en autarcie, y compris pour la production des canetons et des oisons. C'est-à-dire qu'on ne se déplace plus. Parce que la première mesure de biosécurité, c'est d'éviter les déplacements. Et donc, il faut que l'on regagne de la plus-value. Et dans l'affaire qu'on a engagée, ils vous le disent, on ne veut pas discuter le prix. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Mais non, bien sûr, parce qu'il y a quand même des réalités. Et si on veut rester à 2 € le repas, parce que là aussi on était attendu au tournant, mais il faut payer correctement le producteur. Et ce que disait Johan tout à l'heure, quand un jeune maraîcher peut éviter à aller passer du temps à se geler sur les marchés locaux,
et contractualiser une production sur l'année, vous comprenez bien que ça change tout. Parce qu'il va retrouver son métier de producteur. Beaucoup de jeunes sont persuadés qu'on peut faire tous les métiers dans la vie à la fois. Et en vérité, ils s'aperçoivent au bout de 2 hivers que c'est pénible. Et que si on peut se consacrer sur la production et en tirer le même revenu avec une forme de contrat, eh bien, ça va mieux marcher. Nous, on ne va pas tout sauver, on ne va pas tout changer. Mais si ce modèle, il s'étend un jour à la restauration collective, aux EHPAD, aux hôpitaux, etc., etc., et d'une certaine façon, il entraîne aussi la restauration. Pourquoi ? Parce que la restauration, et on le voit bien, qu'est-ce qu'ils font les grands chefs à Paris ? Ils vous disent toujours, moi, les petits pois, ils viennent de tel endroit, de tel producteur. Leurs poulets, ils viennent de tel endroit, de tel producteur. Eux, ils tirent vers la qualité. Eh bien, nous, il faut qu'on fasse pareil. Et si on arrive à faire ça, on arrivera à valoriser des productions. Moi, je suis totalement persuadé de ça. On ne va pas changer les mouvements internationaux, c'est évident. Mais partir du local, c'est revenir à ce qui se faisait il y a 70 ans, je vous signale. Autour de Paris, autour de Bordeaux, autour de Bègles, autour de Pau, partout, il y avait des cultures maraîchères. Quand il y avait moins de transport, quand il y avait moins de moyens de conservation, tout simplement, on réinvente des ceintures vertes de production autour des villes. Et il faut produire où habitent les gens, parce que c'est la meilleure façon de limiter les déplacements. Et aussi, un dernier mot, puis j'arrête, on se rend compte que le modèle de l'OMC, qui est un modèle totalement libéral du grand marché mondial, il suffit qu'il y ait un grain de sable pour qu'il soit battu en brèche. Et ce grain de sable, ça peut être soit des changements climatiques aujourd'hui et des choses incontrôlables, soit un tout petit virus qui va vous modifier toute l'économie mondiale, soit malheureusement la guerre qu'un dictateur fait à un peuple qui voulait sa liberté et qu'il est en train d'écrabouiller. Eh bien, voyez-vous les conséquences que ça a, y compris sur le monde agricole et sur le marché agricole. Et aujourd'hui, Poutine, son jeu, c'est d'affamer une partie des pays de l'Afrique du Nord. Faut pas se faire d'illusions. Parce qu'il sait qu'en bloquant les exportations ukrainiennes, qui étaient le grenier à blé de l'Europe, eh bien, il aura un impact sur les autres. Et on voit bien que ce système-là, il présente des dangers énormes aussi. Et qu'il faut inciter chaque pays à reproduire et à reproduire localement. Bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais les surplus de poulets subventionnés par l'Union européenne qu'on vend aux pays africains, où on arrive à les leur vendre moins cher que leur production locale, c'est une réalité. Et on a détruit des productions vivrières partout dans le monde. Alors que je crois, moi, que notre rôle aujourd'hui, c'est de les recréer et de recréer des productions vivrières, même en Asie, même en Afrique, même en Amérique du Sud, où les mégapoles ont agrandi et sont entourés de bidonvilles avec des gens qui n'ont pas de quoi manger. Donc je crois que ce petit exemple que l'on fait, en vérité, il pourrait avoir des conséquences bien plus importantes au niveau mondial. Mesdames, Messieurs, moi je suis obligé de vous laisser. Alors, ça va être compliqué de revenir au local. Ça va être compliqué de revenir au local, même si justement c'est bien finalement en essayant de voir un petit peu comment on doit mobiliser les différentes compétences et sur quoi on doit gagner en expertise finalement que ça peut nourrir d'autres expériences. Johan et le président Perrault le disaient, effectivement on ne négocie pas les prix. Et on est dans un cadre contraint, on est des collectivités publiques, on a des marchés publics, on a tout ce genre de choses. Donc ça doit se travailler. Ça veut dire que ça nécessite des expertises nouvelles dans nos collectivités et auprès des établissements que l'on accompagne. Et de la même manière, la question de la restauration faite maison, 100% faite maison, avec tous les produits. Et bien que des règles sanitaires aient été une grande réussite de l'État, ça nécessite aussi des savoir-faire
vraiment spécifiques en cuisine. Et ça, je pense que Jean-Marc pourra largement revenir dessus. Mais je vais donc laisser la parole à Céline Boudy, qui est donc, vous l'aurez compris, notre directrice de l'éducation et des collèges, qui a rejoint le département il y a pas tout à fait un an, mais maintenant une année scolaire, puisque en étant principale de collège auparavant, quand même, l'année scolaire, c'est une valeur sûre en termes de durée de vie. Ça n'est pas n'importe quelle principale de collège. Donc elle pilotait notamment le collège de Montpont au moment du passage au 100% bio. Je pense que l'expérience n'est pas complètement étrangère au fait qu'elle ait souhaité rejoindre la collectivité départementale. Donc comme quoi, voilà, même en le vivant parfois de manière compliquée de l'intérieur, finalement on se dit qu'on peut aller plus loin. Donc pour nous expliquer un petit peu, Céline, finalement, quelles sont les expertises nécessaires à mobiliser et comment on mène ça dans la relation aux établissements, qui n'est pas toujours la relation la plus simple. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je peux vous témoigner de ce que vient de dire Cécile Jallet, à savoir comment la collectivité peut accompagner pour le mieux les établissements scolaires dans cette démarche. Alors, pour cela, il y a d'abord le fait nous avons des experts désormais au sein de nos services qui sont qui vont être les référents pour les établissements scolaires concernant la passation des marchés publics. Et le fait de les inviter à aller pouvoir mettre en place des marchés publics, mais avec des producteurs locaux. Alors ça, c'est pas une mince affaire, parce que jusqu'à présent, c'était très peu le cas dans les établissements scolaires. Donc, nous avons particulièrement un collègue qui est en charge de faire le lien entre les établissements, donner des outils auprès des établissements et de les mettre en liaison avec les producteurs, tout en respectant, comme nous venions de le dire, la règle des marchés publics. Donc, pour cela, nous utilisons et nous avons aussi développé des outils. Donc, on a à cœur d'être aussi dans l'innovation pour accompagner au mieux les établissements scolaires. Et nous avons, par exemple, le logiciel qui s'appelle ATable et qui va permettre aux établissements d'avoir une vision. On parlait tout à l'heure des approvisionnements et comment sécuriser les productions des producteurs locaux, mais qui va permettre à l'établissement, par rapport à ses effectifs de demi-pensionnaires, par rapport au plan alimentaire qui doit être mis en place dans les établissements scolaires, eh bien, avoir une notion des quantités qu'il faut en termes d'approvisionnement de tout type pour pouvoir réaliser les repas au quotidien avec le respect non seulement de la loi Egalim, mais aussi la vision d'avoir des produits sains et de qualité dans l'assiette. Donc, ce logiciel, il va être lancé officiellement à la rentrée prochaine, et ce sera vraiment un outil très précieux pour les établissements scolaires, selon nous, parce qu'il va y avoir, cette vision très claire sur une année, puis après sur les autres années. Donc, nos référents, ils aident aussi les établissements à aller sur des plateformes, notamment je pense à la plateforme AgriLocal, qui est une plateforme mise en place par le conseil départemental, il y a un accès gratuit et public, et cela va permettre aux producteurs de proposer toute leur production, et ça va permettre aux acheteurs, les établissements scolaires, de voir dans un rayonnement géographique au plus près d'eux quels producteurs peuvent répondre à leurs besoins. Et ça, c'est très, très important. Et les établissements, on s'en est bien rendu compte, ils ont besoin qu'on les accompagne dans cette démarche. Et les producteurs également. Donc, c'est tout l'enjeu et le rôle de nos référents au sein des services qui vont faire ce travail, je dirais parfois, de dentelle pour aider les établissements à travailler avec les producteurs locaux. Et on assiste à de belles réussites. J'étais il y a moins d'une semaine dans un établissement au nord, dans le Périgord vert, en fait, au collège de la Coquille. Et en fait, l'établissement, sur les 2-3 dernières années, il fonctionnait très peu avec les producteurs locaux. Ils se sont rendus compte que finalement, il y en avait de très nombreux. Et ils sont passés de 2 producteurs locaux à plus de 10 aujourd'hui. Donc, c'est quand même quelque chose qui fait sens et qui permet de sécuriser aussi, comme nous le disions tout à l'heure, la production locale. Alors, c'est pas sans poser de problème, parce qu'il faut bien vous dire aussi que le fait que le département et que nos équipes, justement,
aille au cœur des établissements scolaires et en soutien et en accompagnement dans les services administratifs, auprès des adjoints gestionnaires ou auprès des équipes de direction, c'est quelque chose qui n'était pas forcément habituel. Et du coup, on se rend compte, et c'est important aussi de parler des réussites, mais aussi des freins, qu'il y a souvent derrière des questions de culture aussi professionnelle qui vont pas forcément être les mêmes et partagées. Donc nous, au niveau de la collectivité, on a un très fort enjeu de mettre en place ce lien, cette co-construction, parce que comme nous l'avons dit en introduction, ce projet ne peut pas se faire sans l'aval et sans l'accord et sans la concertation avec les équipes des établissements scolaires. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on a aussi encore beaucoup d'idées, notamment de travailler sur des formations communes avec les adjoints gestionnaires, avec les chefs d'établissement, pour lever ces freins qui parfois sont, on pourrait dire, ben oui, c'est bizarre, pourtant on partage tous les mêmes valeurs et les mêmes principes, parce qu'on veut le mieux pour les enfants dans l'établissement scolaire, mais on voit bien qu'on achoppe sur ce point-là parce que c'est une réalité. Les établissements n'avaient pas forcément l'habitude que l'on vienne au plus près, c'est-à-dire au quotidien. Jean-Marc parlera tout à l'heure des semaines d'immersion qu'il fait pour accompagner les équipes dans les établissements scolaires. Donc on vienne au plus près auprès des agents, mais aussi accompagner au niveau des gestions administratives qui jusqu'alors se faisaient pas forcément avec nous, en fait. On était plus dans le contrôle des budgets, du suivi financier. Donc j'ai parlé d'agri-local, j'ai parlé du logiciel à table, et puis je pourrais aussi préciser que c'est un projet très transversal et qui fait qu'en fait, au sein des établissements scolaires, il n'y a pas seulement les experts, là, les référents dont je viens de vous parler, mais il y a aussi tout un travail en fait de coordination, c'est-à-dire que pour pouvoir positionner des personnels agents départementaux dans les cantines scolaires qui sont en mesure de porter ces projets, il y a tout un travail que nous menons de concert avec nos référents des ressources humaines au département pour pouvoir travailler sur ce recrutement qui est fondamental. Il y a aussi tout un travail avec les collègues qui travaillent à la direction du patrimoine bâti, parce que les cantines scolaires, jusqu'à ces 20-30 dernières années, c'était pas forcément les lieux, il faut vraiment le dire, où les investissements étaient faits. C'est vrai que nous avons la compétence pour suivre tout ce qui est bâti, établissement dans les collèges, mais il faut dire que les investissements étaient faits pour les salles de classe, les cours, enfin les espaces de vie, et pas forcément dans le matériel des cantines. Et là, c'est un vrai enjeu pour nous parce qu'on ne peut pas concevoir la formation des agents sans mettre à leur disposition également du matériel de qualité qui va leur permettre de répondre aux exigences de la production bio locale et faite maison, mais aussi il y a un enjeu de fatigabilité aussi. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les collègues du patrimoine bâti. Il y a de grands marchés en fait qui sont lancés pour moderniser les équipements dans nos cantines scolaires des collèges, mais aussi avec les collègues du service hygiène, prévention, santé et sécurité pour tous les enjeux liés à l'ergonomie, à la qualité de vie au travail. Et puis, il y a aussi ce travail qui est conduit avec les collègues du pôle espace vert, par exemple. Parce que quand un établissement se lance dans la démarche, nous mettons en place également des jardins, soit botaniques ou surtout aromatiques. Parce qu'on sait bien que les aromates, ce sont souvent des denrées qui coûtent cher en fait à l'achat dans les établissements. Enfin, pas que d'ailleurs. Donc, il y a toutes ces énergies à coordonner et à mettre en place, en fait, pour que les projets se déroulent le mieux possible. Donc, c'est vraiment une affaire de coordination qui amène dans les établissements scolaires forcément des personnels ou des experts, aussi des techniciens qui n'avaient pas l'habitude d'y rentrer, ou du moins de manière aussi régulière. Donc voilà ce que je peux dire pour ce volet accompagnement des établissements. Et puis, je voudrais dire aussi qu'il y a un très fort enjeu pour nous d'accompagner les équipes, pas uniquement sur le plan technique et administratif, mais aussi sur les projets, on va dire, pédagogiques. C'est-à-dire que pour nous, ce projet-là de restauration scolaire saine et de qualité, elle fait vraiment sens dans le projet que l'établissement va porter, son projet d'établissement. Parce qu'en définitive, c'est un projet extrêmement fédérateur.
il touche à la santé. Donc les collégiens ont ce qu'on appelle le parcours santé. Il touche aussi au développement durable. Il touche à la synergie, on va dire, le rapport humain, le lien humain. Et ça, c'est extrêmement précieux dans un établissement scolaire. Et on voit bien que les établissements qui ont su s'emparer de ce projet, ça a été un peu comme un accélérateur dans leur dynamique de conduite, de pilotage de l'établissement, parce que finalement, tout le monde s'y retrouve et tout le monde peut s'en emparer. Et c'est vrai qu'on travaille de concert avec l'inspection d'académie, mais il y a un très fort enjeu d'associer au maximum les équipes pédagogiques dans ce projet, parce qu'il ne peut pas se faire quand il y a une partie de l'équipe de l'établissement qui n'est pas impliquée. Voilà. Et ça, donc, pour y arriver, nous avons notre nutritionniste, Madame Benazé, qui accompagne les établissements, qui met en place des ateliers pédagogiques avec les équipes de vie scolaire, avec les enseignants qui sont volontaires, avec les chefs d'établissement. Et puis, nous avons, des projets que l'on porte de concert avec les collègues de l'environnement aussi, sur tout ce qui est le traitement des déchets, du gaspillage. Parce que ça, c'est une partie aussi intégrante de ce projet de restauration scolaire. Donc, nos collègues aussi, à la direction de l'environnement, nous aident pour mettre en place des composteurs, pour former des agents à la technique du compostage. Donc, vous voyez, c'est vraiment un projet très global qui nécessite en fait l'engagement de nombreuses personnes, de nombreux partenaires. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que on s'appuie beaucoup sur les retours d'expérience des établissements scolaires pour qu'ils puissent partager leur réussite, mais aussi les freins qu'ils ont dû surmonter. Et on croit beaucoup à cet échange de bonnes pratiques. Voilà. Et quand parfois, nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons des équipes qui sont hyper sceptiques ou méfiantes ou qui nous disent « Ouais, mais comment on va faire ? Comment on va tenir le coup du repas ? Ça va être super compliqué. » Nous, on arrive vraiment pour dédramatiser, pour aussi leur montrer que d'autres y sont arrivés et qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Et puis qu'aussi, on est en soutien, il y a une volonté forte politique, un soutien financier, c'est-à-dire qu'on dit toujours, l'établissement qui s'engage, si dans les premiers temps, il y a des difficultés pour tenir le budget au niveau du service restauration, nous avons des subventions qui permettent d'accompagner. Et on voit qu'au fil du temps, en fait, les établissements n'ont plus forcément besoin de subventions et qu'ils arrivent à maintenir un coût denrée, un coût repas très raisonnable, et sans pour que nous ayons en échange la nécessité d'augmenter le tarif pour les familles. Donc ça, c'était aussi un enjeu très fort auquel on tient, c'est-à-dire atteindre ces objectifs sans augmenter le tarif, la tarification pour les familles. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et donc, on tend à mettre les gens en relation les uns avec les autres pour qu'aussi, de pair à pair, ils puissent s'épauler, répondre à leurs questions, aux questions qui se posent et qui sont complètement légitimes. Et pour accompagner au mieux. Donc, je vais laisser peut-être maintenant la parole à Jean-Marc pour qu'il vous parle de lui, son action en fait plus spécifique au cœur des établissements. Voilà. Merci de votre attention. J'hésite à savoir si... Non, je pense que c'est important quand même. Il veut tout de suite passer aux questions, Jean-Marc. Je lui dis non, même si vous êtes nombreux à savoir effectivement comment faire. La partie de ce qui se passe en cuisine est évidemment au cœur de ce qui se passe dans l'établissement et de ce que ça va modifier globalement dans le fonctionnement de l'établissement. Donc je pense que c'est important quand même que juste tu refasses ici témoignage des situations que tu peux trouver, de la manière dont tu t'y prends concrètement pour mobiliser des équipes. Mais je dis tout. Tu dis tout ce que tu veux. Tout de suite, le premier sentiment que j'ai eu, c'est que c'est pas la formation qui peut faire changer une alimentation au niveau d'une restauration collective. C'est vraiment faire de l'immersion et se mettre en cuisine avec les gens, ces équipes-là, et de le vivre.
Faire un jour de formation, c'est bien pour une spécificité, un module bien précis. Et donc nous, ça, depuis qu'on l'a analysé depuis plusieurs années, on parle d'immersion. Et donc on fait de l'immersion et quand on mange, eh bien, on a toute la saisonnalité et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on va confectionner des menus de saison et on va partir du lundi et décliner tout au long de la semaine ces légumes, cette viande et les outils qu'on a maintenant en cuisine pour qu'à la fin de la semaine, tout s'emboîte l'un dans l'autre, quoi. Que ça soit vraiment un pulse, quoi. Et quand on fait à manger, s'il en reste, qu'est-ce qu'on fait à la maison? On le jette. Et donc là, c'est pareil. Je veux dire, on a des cellules de refroidissement, on a des compétences. Ça fait 30 ans qu'on nous a envoyés à des cours d'hygiène, donc on est des tueurs, des snipers de la bactérie. Mais ça fait plus... Moi, depuis que je suis en restauration collective, je connaissais pas la formation en cuisine. Il y avait que des formations sur l'hygiène. On a été complètement abandonnés, mais c'est volontaire, parce que les chiffres que vous donnez, Joey, derrière, c'est un pognon dingue. Et donc, il y a des gens qui sont malins, quoi. Et si on nous forme trop, on réfléchit, on fait travailler un territoire et on s'aime. Et il faut pas qu'on s'aime. C'est très dangereux. Vous voyez bien, le collectif Les Pieds dans le Plat. Le collectif Les Pieds dans le Plat, c'est l'État qui nous a construit en 2008, qui nous a fait nous retrouver, le Grenelle de l'environnement. Et là, ils ont fait une erreur. Mais ils nous ont oubliés après, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Mais par contre, on s'était rencontrés, on a cuisiné ensemble. Et cuisiner, ça peut rendre heureux. Donc, ces moments de partage, on n'en avait jamais. Donc, on a découvert que, on partageait des trucs, on se donnait des idées. Et là, une puissance... Parce que moi, le 100% bio à Marsanais, c'était le 100% bio de ma grand-mère. Je cuisine comme elle. Et après, quand tu traverses la Bretagne, la Normandie, le centre, l'Occitanie, partout, les copains, ils ont des compétences énormes. Et donc, ce partage de compétences fait qu'après, là, la diversité, c'est un plaisir. Parce que t'es jamais désarmé. On sait se débrouiller avec 3 fois rien. Et on fait quelque chose toujours qui est bon gustativement. Parce que là-dessus, on a fait aussi, nous, on est allé se former avec les copains bretons, on est allé se former à l'Institut du goût. Et il y avait tous les onologues qui revenaient parce qu'ils avaient découvert l'umami, et ils se reformaient tous, parce que le goût, on peut aussi bien le mettre sur l'alimentation que quand on boit un coup. Hein. Ça marche pareil. Et donc, si on équilibre bien un plat, l'enfant, tout de suite, il n'est pas une agression dans la bouche. Ils font comme ça, les industriels. McDo, tout de suite, c'est bon. 3 minutes après, on ne s'en rappelle pas. Mais ça marche. Et nous, on a fait ça et on a développé ces compétences-là. Après, sur les compétences et l'immersion, c'est ça. C'est qu'on peut voir qu'à la fin d'une semaine, on a valorisé l'intégralité de nos commandes. Et que s'il en reste, on est capable de la valoriser au début de la semaine sur tout ce qui est des végétaux. On est capable de le maîtriser. L'autre jour, je suis parti faire une formation sur la lactofermentation. Ça peut être aussi des idées pour aider nos maraîchers, pour avoir un petit complément de salaire. Mais la lactofermentation, ça date de la nuit des temps. Philippe en fait en Normandie. J'ai mangé des légumes qui avaient 23 mois. On aurait dit les légumes croquants de hier. Mais... on a perdu ces compétences-là. Et on ne sait plus tout ça. Et donc, tout ça, c'est ce partage-là, les pieds dans le plat, c'est de vraiment partager tout ça et de le ramener. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là, j'ai ramené, et puis je suis un pilleur de tous ces copains, quoi. Et voilà. Et après, sur les semences paysannes et les races anciennes, sur un territoire comme la Dordogne, mais on essaye de le diffuser ailleurs, c'est la solution pour être dans la réglementation des marchés publics. Parce que ça, les industriels, ils ne peuvent pas répondre. Parce que les semences paysannes, il n'y a pas de dividende là-dessus. C'est un partage du paysan au paysan. Et donc là-dessus, on n'est pas sur la compétitivité, on n'est pas sur une cotation en bourse. Et donc là, quand on met ça, on est peinard. Il n'y a que nous qu'on répond tout de suite en Dordogne. Merci.
Mais ces semences paysannes aussi, elles donnent un sens. Et ça donne une histoire à raconter aux cuisiniers. Et pour moi, c'est jamais compliqué de cuisiner avec des équipes, même avec les plus tordus qui soient. Parce que leur problème, il va être juste là si on fait des réunionites. Si on fait une réunionite, c'est mort. Parce qu'ils vont être à plusieurs. Et ils vont... Mais dès qu'on est habillé en cuisinier, qu'on prend le couteau, la planche et qu'on commence à cuisiner, et bien après, ce que disait Germinal sur le cuisinier de Montpont et la chasse. Ben moi, mon grand-père était chasseur et je me rappelle de tout ça, mais je l'ai amené à la bio, ce cuisinier, par rapport à la chasse. Parce qu'il disait que lui, avant, autrefois, il y avait des haies partout et qu'il y avait du petit gibier, qu'il y avait plein de choses que moi, je ne suis pas un professionnel de la chasse, mais j'ai tout de suite compris que ce cuisinier-là, eh bien, il avait beaucoup d'amour pour son territoire et qu'il y a plein de choses qu'il essayait de conserver. Des haies, un gibier qui passait à cet endroit, et ainsi de suite. Et je lui dis, attends, mais t'es écolo, toi? Et donc, il était aussi écolo que nous tous et il avait quelque chose de tout ça. Et c'est là-dessus. Et aussi parce qu'il était papa. Le cuisinier de Romainville, son fils, il est hyper écolo en Guadeloupe et il ne le voit pas depuis très longtemps. Quand il m'a raconté ça, je savais qu'il était foutu après. Parce que, quelque part, je savais que j'allais l'amener sur son émotion et ses sentiments. Et cuisiner, ça rend heureux, mais ça crée de l'émotion. On vit. Et puis, tous les collèges qu'on a passés en 100% bio, où on a été accepté dedans et qu'on nous a laissé faire notre métier. Zéro absentéisme. Zéro absentéisme. Ça veut dire quelque chose. Demandez à Jérôme Rosade, zéro absentéisme à Saint-Cyprien. Demandez à Nontron, zéro absentéisme. Demandez à Montpont, zéro absentéisme. C'est pas plus de travail de cuisiner 100% bio et fait maison. C'est juste se retravailler en équipe, être solidaire et faire de la laïcité. Et quand il y a ça, on est champion du monde. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que de toute façon, sur l'ensemble de la chaîne, finalement, c'est savoir écouter les autres et savoir mettre en partage. À partir de là, on peut avancer beaucoup mieux. Je vous propose éventuellement, si vous voulez, soit participer au témoignage, soit poser une question. Je pense que ça peut être le moment. Hop, attendez. Et après, on mange. Alors, et après, on mange. Je voudrais plus de précision sur ce que vous avez dit sur les surfaces qui ont été... le calcul, en fait, que vous faites sur le département. Moi, j'ai noté 169 hectares donc pour les fruits et légumes, et ça concerne les primaires, les collèges, les lycées, pour tout le département et en bio. Alors, je voudrais savoir combien de repas ça représente sur ce périmètre-là. Je ne suis pas de la Dordogne, mais je suis absolument admiratif de tout ce que je viens d'écouter. Il n'y a pas de souci. En fait, si vous voulez, l'objectif pour nous, ça a été de tailler quelque chose un peu à la serpe. Soyons clairs. On ne disposait pas de tous les chiffres. Il était compliqué pour nous d'aller chercher un peu tous les chiffres précisément. Et donc, ce chiffre-là, c'est un chiffre qui a été complètement surestimé. Donc, ça laisse une marge de manœuvre supplémentaire. C'était clairement l'objectif de la modélisation. En fait, ce qu'on a considéré, c'est on a bénéficié finalement de l'arrivée de Jean-Marc pour récupérer 2 années. Mais non, justement, on a utilisé effectivement les 2 années de ces dernières comptabilités dans la cuisine de Marsanais, pour laquelle tu faisais 140 repas. Voilà. Et donc, du coup, 140 repas, ça nous donnait combien il a acheté de patates, combien il a acheté de tomates, etc. Et donc, du coup, déjà, les points importants qui nous ont interpellés et aussi rassurés par rapport à ce qu'on a fait, c'est que, du coup, d'habitude, en restauration collective, on parle de
7, 8, 10, 12 composantes en termes de légumes. Et une fois qu'on a passé un peu les patates, les carottes, les oignons, on arrivait un peu au bout du bout. Là, finalement, Jean-Marc nous avait dressé une liste d'une cinquantaine, je me souviens, il y avait 57 variétés différentes de légumes et de fruits. Ça nous avait même fait sourire, parce que dans notre tableau de modélisation, qu'on pourra vous faire passer avec plaisir, on parlait même de la truffe. Voilà. Donc, quand on parlait de coûts, ça permettait derrière de pouvoir passer des produits nobles. En fait, si vous voulez, donc voilà, on a regardé cette diversité-là, et donc on a dit, Jean-Marc, sur l'année 2020, l'année 17, 18, 15, 16 et 17, donc tu avais utilisé tant de patates, tant de carottes, tant de choux, je sais pas quoi, tant de choux cabus, voilà. Et donc on a fait ça sur la cinquantaine de produits qu'il a utilisés. Et finalement, on a fait que des produits en croix, hein, c'était pas très sorcier. Mais du coup, on s'est dit, s'il a fait ça donc c'était tant pour 140 enfants, ça représentait tant de kilos de patates par enfant. Voilà. Et donc, par exemple, selon la modélisation qu'il avait fait, on disait qu'un enfant, selon la méthode Jean-Marc Mouillac à Marsanais, consommait 12 ou 13 kilos de patates à l'année. Tout travail confondu. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, pour faire 13 kilos de patates, selon le nombre d'enfants, il faut tant de mètres carrés de mise en place, il faut tant d'hectares de mise en place. Et puis voilà comment on a modélisé. Je disais qu'on a grossi les chiffres, parce qu'en fait, au niveau de la restauration scolaire, finalement, on n'a pas pris les rationnaires à l'école, on a pris les inscrits à l'école. Donc ça concernait bien sûr des gens qui étaient externes et qui ne mangeaient pas, notamment dans les collèges et les lycées. Finalement, on a extrapolé au maximum. Et donc du coup, on est sur 53 500 repas qu'on a dimensionné. Finalement, la réalité est un peu en dessous de ça, d'après les derniers chiffres que notre modélisation... Par jour, 53 500 repas par jour. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, il y a peut-être des plus gros mangeurs, il y a aussi des adultes qui mangent là-dedans. Donc, du coup, on a optimisé tout ça à 55 000. Donc, on s'est déjà donné une marge de manœuvre. Et donc, voilà comment on a fait notre calcul, variété de légumes ou variété de fruits par variété de fruits. Et donc, on est arrivé à ces fameux 169 hectares. Voilà. Sur des rendements en bio, selon notre territoire, qu'on a été comparé bien sûr avec des maraîchers en place, des maraîchers ou des légumiers plutôt en place. Et quand on disait que en bio, on était capable de faire entre 25 ou entre 20 et 25 tonnes hectares en patates, on s'est donné une marge de manœuvre, encore une fois. On s'est dit, on va prendre plutôt 20 tonnes. Voilà. Donc, du coup, tout ça pour dire que ces surfaces-là sont très extrapolées, mais elles montrent déjà qu'en étant très extrapolées, finalement, ça représente rien. Voilà. La surface en Dordogne, on est sur 200 000 hectares. Voilà, donc... Donc, non, mais voilà, le rapport est complètement obsolète. Ce qui était important, c'est que tout à l'heure, Céline a parlé de l'outil à table. Finalement, en fait, l'outil à table a été construit finalement sur cette base de modélisation, sur lequel on a rajouté, Aurélie qui a travaillé sur ce projet-là, a rajouté tout ce qui était viande, tout ce qui était laitage, tout ce qui était épicerie bien sûr, tout ce qui était œufs, etc., etc. Voilà. Et du coup, selon ces données de nutritionnistes, alors encore une fois, j'insiste, alors c'est pas au collectif que je vais le dire, mais c'est vrai que du coup, le bonheur qu'on a eu au niveau du département quand on a recruté Aurélie, c'est que c'est une nutritionniste pas formée par l'industrie, et que c'est une spécialiste de la bio et de la bio locale. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Ce qui fait que du coup, au-delà des données GMRCN, etc., finalement, elle a rétabli des équilibres alimentaires par rapport à la méthode qu'on avait calée de Jean-Marc, qui était peaufinable, hein, donc on s'est rendu compte de ça. Et donc aujourd'hui, je pense que si on fait tourner l'outil à table, on l'a fait par souci de contrôle un peu. Quand on a fait tourner l'outil à table sur la réalité des rationnaires à l'échelle du département, finalement, on était sur un peu moins de 120 hectares. Voilà. Donc, le deuxième à table, le logiciel, c'est un logiciel qui est exclusivement réservé pour le département, ou c'est quelque chose que vous prévoyez de commercialiser ou en tout cas d'ouvrir à d'autres utilisateurs? Alors, en effet, donc, nous prévoyons de l'ouvrir à d'autres utilisateurs qui nous en feront la demande.
Donc, vous pourrez vous rapprocher de nous. Également, sur le site du département, désormais, il y a un affichage. Mais effectivement, ce n'est pas exclusif pour nos services. C'est justement, il se veut un outil à partager, justement, particulièrement pour les collectivités. Et c'est un outil que nous utilisons particulièrement pour accompagner les communes, justement, parce qu'on l'a précisé tout à l'heure, mais je peux en dire quelques mots. Le département accompagne les communes ou les maires, les mairies qui veulent changer la façon de faire dans les cuisines scolaires. Et donc il y a d'abord une phase de candidature, ensuite les candidatures qui sont retenues, il y a un audit, et ensuite, donc là qui est pris en charge par le département, et ensuite c'est l'équipe de Nourrir l'avenir qui va se déplacer, qui va accompagner et former les personnels. Donc c'est un outil aussi qui sert pour ce type de démarche et de formation. Donc, juste pour répondre effectivement très concrètement, donc on a prévu la possibilité, c'est un outil qui a quand même été conçu avec le collectif de manière forte, et c'est Aurélie Bénazet qui est effectivement au département, mais aussi au collectif qui l'administre, et l'enjeu c'est qu'on puisse nous vérifier si les demandes, grosso modo, si les demandes viennent du public pour un service public, ça ne nous pose pas de problème, et le reste ça se discute. Voilà, juste pour finir sur ce point-là. Du coup, Arnaud. Oui, moi, je voudrais juste apporter un témoignage par rapport au thème de départ qui était le rôle des politiques et que peuvent faire les politiques et comment aller plus loin et répandre ce modèle périgourdin sur d'autres départements. Moi, je viens du monde d'une grosse multinationale du pharmaceutique, non pas où, mais je viens de là. J'ai raconté pendant 25 ans qu'il fallait être global pour nourrir le monde. Donc je connais très très bien ce monde-là. Et puis depuis 7 ans, je suis un tout petit éleveur du Périgord. Mais en fait, c'est en tant que maire, quand je suis arrivé avec mes 2 jeunes enfants à la petite école dont vous parliez, on a une petite cantinière, mais elle achetait que à Intermarché, chez Leclerc, etc. Et c'était que du produit transformé. Et mon prédécesseur maire ne voulait pas mettre de bio à l'école. Ne voulait pas. Alors, il avait pas dire des bonnes raisons, mais enfin, il avait des raisons pour ça. Mais il voulait pas mettre de bio à l'école. Et mon message, venant de cet ancien monde, c'était de dire les politiques, on n'a pas besoin d'eux, quoi. C'est-à-dire que nous, l'entreprise, on peut faire sans ça. Et d'ailleurs, on peut aller plus vite et mettre plus d'argent et investir plus pour faire sans les politiques. Et là, j'ai découvert que les politiques pouvaient être intelligents. Même des gens de gauche. Ça, c'était pour ce que disait Jean-Michel Perrault tout à l'heure. Que même des politiques de gauche, socialistes, pouvaient être intelligents. Et notre petite école primaire, quand je suis devenu maire, j'ai parlé à ces gens-là un peu par hasard. Et vous avez bien compris que le département, ce sont les collèges. Et ces gens-là ont entendu mon message. Que faire de ma petite école primaire? Comment la faire passer en bio? Comment faire travailler cette cantinière de façon différente? Et là, franchement, chapeau, parce que non seulement ils ont écouté, je ne sais pas comment ils ont pu dire oui, parce qu'ils n'ont pas le droit. Enfin, j'imagine que vous n'avez pas le droit de vous occuper des écoles primaires. Et pourtant, vous avez dit oui. Et notre école primaire est rentrée dans ce processus. Et cet après-midi ou ce soir, pour ceux qui seront là, notre petite cantinière est super fière de venir vous rejoindre et de montrer que maintenant, elle cuisine des produits frais et qu'elle essaye de faire du bio et que mes enfants qui sont petits sont super contents et papa, on mange super bien. J'en profite, il y en a une qui est maintenant passée au collège de la Linde. Papa, on mange super mal au collège de la Linde. Donc voilà, il n'y a pas de représentant de la Linde, donc je peux le dire. Mais votre message à vous, c'est attention. Voilà. Donc mon premier message, c'était ça, c'était de dire continuez, quoi. On est là derrière vous, nous les petits maires, nous les petits élus, on a besoin de vous, ne lâchez rien. Et puis j'en profite à tous les gens qui sont là et à tous les cuisiniers, à tous les diététiciens et diététiciennes que j'ai vus travailler hier ici, ne lâchez rien aussi, poussez vos proviseurs, poussez, je connais rien à votre monde là dont vous me parlez, mais poussez-les, il faut absolument que ça avance, que ça se fasse. Donc, je comprends que c'est une lutte sans arrêt, on a peur que ça coûte plus cher, on a peur de tout, mais on a besoin de vous. Donc, les politiques, pour une fois, je vais vous dire merci. Merci.
Je vais juste dire quand même que le département ne fait rien d'illégal. Quand même. De toute façon, on a la chance d'avoir une compétence de solidarité territoriale qui nous permet d'aller accompagner les petites communes sur leurs projets. On n'est pas l'école, on est de la commune. Voilà. Donc tout est possible. Oui, bonjour, moi je suis Jérôme Guyot, donc président de Terre de Liens Aquitaine, et invité par Jean-Marc et par le collectif à cette journée. Et moi je vais travailler pour mon commerce, c'est-à-dire que pour nous, la restauration collective, c'est un bras de levier. C'est un bras de levier politique, justement. Et c'est effectivement par ce biais-là, et c'est par la raison pour laquelle je suis là et la raison pour laquelle on appartient au même collectif qui s'appelle le CAP 24, qui vient d'être construit cette année, pour rappeler que pour faire du fait maison, vous savez super bien le faire, mais pour faire du bio local, il faut des producteurs. Et que finalement, cette question de l'alimentation bio locale et fait maison, ça passe aussi par une gestion du foncier. C'est-à-dire la question de l'installation, la question de la production agricole est là, est bien là. Alors si à Terre de Liens, nous on pense que c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que la Restauco, ça n'est qu'un bras de levier pour changer l'agriculture, n'empêche qu'on est vraiment des alliés sur cette histoire-là. Sur cette question justement du bio local, on a nous aussi créé un outil. C'est pas, on calcule pas la quantité de patates et de carottes qu'il faut produire sur un territoire pour la Restauco, mais pour l'ensemble de la population. Et effectivement, on a un petit peu les mêmes outils pour faire ça. Et là, je voudrais rappeler quand même que la Dordogne, ce que disait Germinal ce matin, c'était assez juste, c'est-à-dire que c'est bien pire que ça même. C'est-à-dire que c'est quand même un département qui perd plus de 1000 hectares par an de surface agricole utile depuis 20 ans. Et ce phénomène s'est accéléré puisque la dernière décennie, c'est 1300 hectares par an. Donc ça veut dire que tous les départements qui ne sont pas dans l'agro-industrie et dans l'agriculture de filière perdent leur capacité agricole. Et donc là, on est vraiment des alliés pour faire en sorte, effectivement, de la relocalisation du foncier agricole, de la production agricole pour une alimentation effectivement locale et bio. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça parce que la SKIC, Nourrir l'avenir et les pieds dans le plat, c'est le dernier venu dans ce collectif alimentaire et agroécologique du Périgord qui est né depuis 1 an là. Et on est hyper fiers que vous soyez là. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a l'accès au foncier, on a la formation des agriculteurs, on a la distribution des produits alimentaires, on a un dispositif pour accompagner l'installation avec la Maison des Paysans et la DEAR. Et donc là, on a tous les ingrédients, toutes les associations pour pouvoir effectivement accompagner les collectivités du sol jusque à la transformation pour pouvoir développer cette alimentation de qualité, de proximité et en bio. Et là, je voudrais en profiter pour remercier la région qui vient de nous doter justement d'une subvention pour renforcer ce collectif-là. Et ça va être pour nous fondamental parce que j'ai bien compris, on a tous bien compris que c'était pas facile de se battre dans les cantines pour effectivement passer au bio et local. La question agricole, c'est pas plus facile. Et donc voilà, il faut qu'on soit tous effectivement ensemble dans ce collectif. Juste là, c'est le président de Nourrir l'avenir. Moi, je suis super heureux que ça soit en Dordogne, bien sûr. Après, ça me fait peur aussi. Parce que derrière, il faut qu'on assure et qu'on réponde à quelque chose avec beaucoup de professionnalisme. Et si je voulais qu'il témoigne de ça, c'est parce que c'est bien, ça fait du bien que vous veniez, qu'on rentre dans les cuisines sur ces moments de formation. On n'est pas sur HACCP, on est sur de la technique culinaire. Et le témoignage de hier, je veux pas... Mais il avait les larmes aux yeux, Arnaud sur la formation qu'il a vue. Il a dit, mais il était impressionné du professionnalisme des copains des pieds dans le plat. Parce que derrière, c'est des compétences énormes de tous ces gens-là. Mais moi, en tant que président, quand on m'a parlé de Cadouin, c'est que
Là, derrière, si on me tire les bâches, vous avez 6 hectares hein, qui, avec les élus, là où il faut construire quelque chose aussi. Et il y avait les 2 personnes de la cuisine, de l'EHPAD au-dessus. Si leur directrice fonce, elles veulent absolument passer en 100% bio et 100% fait maison. Si elle dit oui, c'est gagné. Ils sont, parce que ce soit l'accompagnement que fait le département par un prestataire, on pourra venir faire les pâtes de Cadouin. Et s'il y a le maraîchage là, l'auberge de jeunesse ensuite, je veux dire, il y a quelque chose, une émulsion à créer, mais qui est simple, hein. C'est super simple. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est que la gouvernance, on se fout sur la gueule. Si on arrive vraiment à penser, à dépasser des obstacles sur des territoires comme ça, mais c'est facile comme tout. Et là, il ne faut pas démultiplier les outils de production. Je veux dire, il y a plein de choses où, je veux dire, il faut écouter ceux qui viennent d'en bas souvent pour arriver à développer. Marie-Rose est arrivée du moulin d'Alévêque de Vézac. Je veux dire, elle a fait de la formation pour les citoyens sur la farine dans des conditions à l'arrache, quoi, chez elle. Je veux dire, ici, il y a un four à pain. On peut imaginer des îlots et faire de la formation sur tout. On est autonome en farine en Dordogne. On a plus de 258 tonnes. Et moi, dans la restauration collective, on voit des farines en bio d'Allemagne et de Hollande arriver. Donc tout ça, je veux dire, c'est pas choisi, c'est pas un truc qui a pété comme ça. C'est vraiment la terre, l'auberge de jeunesse et la place suffisante pour faire la formation dans la structure. Oui, alors moi je voulais un petit témoignage au niveau de la commune du Buisson de Cadouin, mais plus près Palérac, où il y a 4 agriculteurs, en tous les cas, qui travaillent dans le bio ou dans le local. Et aussi, j'aurais voulu qu'on reparle du prix du repas, parce qu'en fait, je trouve que 2 €, c'est vraiment très peu. Et moi qui suis, je mange tous les jours et je voudrais bien faire des repas à 2 €. Alors, je ne sais pas si on va voir ça dans la formation, mais ça m'intéresse. Là, c'est vraiment un enjeu technique pour le coup. Ouais, mais bien sûr que c'est incroyable de mettre que 2 € pour un repas. Mais voilà, nous, c'est ce qu'on nous met. Donc, nous, on relève le défi à chaque fois. Mais ça fait longtemps. Hein. Moi, c'est le coût denrées. Hein. C'est les denrées. Hein. Je veux dire... Ouais. Il n'y a pas les salariés, la structure non. et tout. Oui, voilà, ouais. Non, mais c'est pareil. Mais bon, quand je cuisine, moi, c'est les denrées. Hein. Bien Je n'ai pas encore de cuisinière à la maison. Mais moi, je dis qu'il faut faire attention. Moi, je ne le dis pas trop. Au début, on l'a dit parce qu'on avait besoin de rassurer. Maintenant, je ne le dis plus. Je ne parle plus du prix. Parce que, comme à Montpont, si vous voulez, on fait 1050 repas, 450 emportages. On a eu un prix on était arrivé à 1,58 €. Et donc, je veux dire, à un moment donné, derrière, je veux dire, la décentralisation a été faite qu'à moitié. Donc, il y a des gestionnaires qui sont encore à l'État. Le chef d'établissement qui est à l'État. Donc, faut faire très attention, pas parler toujours des prix. Parce que sinon, on va nous dire toujours... Hein, mais derrière, il y a des producteurs. Et les producteurs, il faut les rémunérer, justement. Et donc, là-dessus, il ne faut pas tirer les prix. Il faut... Et puis, c'est sûr qu'il faut remettre un vrai coût à l'alimentation. Mais déjà, le chemin qu'on fait en étant ici tous ensemble, c'est bien. Et il faut accepter que des gens ne fassent pas le chemin aussi vite que nous, on l'a fait. Mais il faut pas être dans la confrontation. Et à chaque fois qu'on peut, c'est en ramener un dans le chemin. Et de toute façon, on n'a pas le choix, il faut faire comme ça. Si on va dans la confrontation, je l'ai fait pendant quelques années, ben on ne fait rien, quoi. On n'avance pas et on peut passer notre vie à s'engueuler. Mais vraiment, ça ne fait pas avancer un territoire et ça ne marche pas. Merci. Oui, juste un petit peu en complément de ce que dit Jean-Marc. Tout à l'heure, le titre un peu de la table ronde, c'était aussi quel rôle peuvent jouer les élus. Et je crois que ça, c'est un rôle important que peuvent avoir les élus, que ce soit à l'échelle effectivement d'une commune ou à l'échelle d'un département ou plus haut encore.
Mais effectivement, le coût repas, on ne pourra pas descendre plus bas que ça. Aujourd'hui, en fait, on est quand même, nous, relativement super contents, effectivement, de se dire que, parce que le cadre qu'on nous a donné, c'est de pouvoir travailler à 1,90 € ou 2 € le repas, coût denrée, donc dans nos établissements scolaires, donc les collèges. Donc on arrive à respecter ça et on arrive à rentrer dans le cadre et toutes les preuves qu'on a fait par l'exemple, que ce soit effectivement dans le cadre d'une cantine pour 40 élèves ou pour 100 ou pour un collège de 300, de 600 ou de 1000, on arrive à rentrer dans le cadre et tant mieux. On parlait aussi de cheval de bataille, enfin, qui sera finalement assez rapidement, parce que ça fait partie des perspectives qu'on a aussi, d'aller sur toute la partie médico-sociale. Ben là, effectivement, on ne sera plus dans le même cadre et ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir rentrer dans ces démarches-là s'il n'y a pas effectivement des positions d'élus, des positions politiques très claires sur effectivement les coûts denrées. Parce que, voilà, on disait tout à l'heure, donc là, nous, on travaille le coût repas à peu près, on est aux alentours des 8 €. Donc la part denrée, elle représente un quart au niveau des établissements hospitaliers ou les différents EHPAD, même si, enfin voilà, c'est vraiment des choses où on a envie d'aller, parce que c'est vrai que tout à l'heure, ça a été dit tout à fait en préambule, on a envie de travailler sur nos enfants, parce que c'est les mangeurs de demain, c'est les citoyens de demain, et puis parce que la santé passe par le plus jeune âge. Mais on a aussi envie de travailler avec nos anciens, parce que force est de constater que quand ils sont dans un EHPAD, l'alimentation, c'est la seule chose qui leur reste. Et quand on est sur des gens qui ont vécu à la campagne comme chez nous et qui se retrouvent là alors qu'ils ont toujours bien mangé, qu'ils ont toujours fait à manger, bien vécu, etc., et qu'on leur donne à manger ce qu'on trouve dans les EHPAD, aujourd'hui, ça fait peur. Ceci étant, c'est vrai que du coup, quand on commence à rentrer un peu dedans, on se rend compte que là, on parle de coûts denrées qui peuvent aller de 3 à 4 €, mais par jour. Donc avec le petit déjeuner, la collation, le déjeuner et le dîner. Et donc là, effectivement, voilà, si à un moment, il y a des choses importantes à glisser au fur et à mesure à nos différents élus, quelle que soit leur échelle, c'est que du coup, le coût denrée, on ne pourra pas le faire baisser plus que ça. Et certes, c'est pas le but, mais il ne faut surtout pas qu'on y descende en dessous, quoi. Voilà. Merci. Oui. Bonjour, moi j'ai juste une question. Dans un village où la cantine était 100% bio, tout ce qu'il faut, local, comme il faut, et puis changement de maire, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le nouveau maire, il dit ouais, mais c'est surtout qu'il a besoin de faire que l'approvisionnement se fasse avec leurs copains. Attendez, j'arrive. Du coup, je n'ai pas entendu la question. Changement de gouvernance, changement de maire. Je suis désolée, du coup, je n'ai pas entendu votre question. C'est un peu comme quand il y a un changement de maire, donc une commune est inscrite dans le bio pour la restauration scolaire et le nouveau maire ne veut plus être dans le bio et parce qu'il veut faire travailler ses copains, comme disait madame. Je pense que c'est un peu comme quand il y a un changement de gouvernance dans un établissement scolaire, en fait. Sauf qu'il y a la dimension politique, mais l'idée, c'est de pouvoir faire appel à nous, justement, et pour qu'on arrive à convaincre. Dans un établissement scolaire, quand il y a un nouveau principal ou une principale à la tête de l'établissement, nous, notre rôle, c'est d'aller vers lui ou vers elle et d'expliquer le pourquoi du projet, ce qu'il a pu apporter, son impact social et de toujours rester dans cette démarche d'arriver à convaincre, en fait. Donc, en tout cas, nous, on s'y attache. C'est vrai que là, on sait qu'on va avoir de nouveaux principaux à la rentrée, dans des établissements aussi qui ont enclenché la démarche. Et on sait qu'on a un très fort enjeu et on sera présent pour expliquer la plus-value du projet et tout ce qu'on vient de dire ce matin. Mais c'est vrai que c'est d'arriver à faire comprendre, mais on n'est pas tout seul. Et je pense qu'on y arrive quand, justement, on est ensemble. Quand on n'est pas tout seul à porter le projet, justement. Peut-être, monsieur, oui. Oui, juste pour compléter, moi, je compte beaucoup sur les parents. Parce que le dynamisme des parents fait que ça pousse vers l'avant. Alors, évidemment, si les parents vont en arrière, c'est difficile. Enfin, quand même, en général, ça va dans le bon sens. Bon. Je peux faire le témoignage de Marsanet. Quand Germinal m'a demandé de rentrer au département
C'était une joie par rapport à Germinal, parce que vous avez bien compris, en dehors de tout, c'est compliqué, mais l'attachement, il y a les politiques, et puis il y a le politique qui est Germinal, et l'attachement qu'il a à son territoire, parce que c'est un personnage qui aime bien manger, qui aime la nature, qui a des abeilles et tout ça. Mais quand il m'a recruté, le maire qui était à Marsanais n'a pas laissé la cantine 100% bio, et ben, il a pu faire ses valises aux prochaines élections. Il est parti et il n'a pas été élu. Et des exemples comme ça, pas d'usine en cuisine sur le 9-3 à Paris, ça a été plein d'élus. Romainville, c'est l'exemple type, je veux dire. Donc je veux dire, moi les anciens m'ont toujours dit, il ne faut jamais toucher aux enfants. Jamais on touche à un enfant. Sinon, eh ben, on le paye cher. Donc voilà, c'est... Je veux dire, donner juste une alimentation saine à des enfants, c'est pas compliqué. Et juste nous, au collectif, il y a beaucoup de bureaux d'études et ainsi de suite qui calculent que c'est trop cher, que c'est trop ci, trop là. La plupart du temps, sur des grosses villes et des grosses communes, on s'est rendu compte que le budget qui est mis sur la restauration scolaire et personnelle compris, charges, les fluides et ainsi de suite, c'est moins de 5%. Et il y a des communes, c'est moins de 3%. Donc à l'arrivée, si on mettait juste 1 ou 2%, le temps de restructurer sur ce que fait la ville de Romainville, je veux dire, c'est pas un investissement qui est énorme. À part que c'est quelque chose qu'on a délaissé parce que dans les grandes villes, il y a des choses qui s'appellent des cuisines centrales où on ne peut plus cuisiner, où les marchés publics ne peuvent pas répondre à une offre locale parce que c'est interdit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et l'exemple de Romainville, c'est qu'ils sont en train de démonter et de reconstruire une cuisine dans chaque école dans le 9-3. Et on voit bien que ça, derrière, mais il y a un soutien populaire des gens qui descendent des cités, rien que parce qu'ils voient des cajots passer, c'est surprenant. Et comme la diversité qu'il y a et l'emballement qu'il y a eu, mais après, on peut aller manger, aller voir Stéphane Dupré, l'élu de Romainville, qui est là, et vous pouvez aller partager ça avec lui. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'en tenir là, puisque nous avons déjà dépassé. Parce que voilà, du coup, à force de parler de manger, on a faim. Exactement. Je vous remercie beaucoup. Et je voudrais juste qu'on applaudisse Aurélie qui n'est pas là. Et vraiment, ça pour le coup.